Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à 10h. Les débats de l'été, on débat de l'actualité, toute l'actualité. C'est la DER, bah oui. À partir de lundi, vous retrouverez, Valérie Expert et Gilles Gonzman de 10h à midi, et puis midi 14h, vous le savez, André Berkoff qui fera son grand retour pour cette rentrée avec plein de nouveautés. Jean-Marie Bordry vous en parlait il y a quelques instants, donc ne ratez pas cette rentrée Sud Radio. Grâce à vous, Sud Radio qui est la radio qui compte, la radio qui donne la parole à tout le monde. Parlons vrai sur Sud Radio. D'ailleurs, on va parler vrai encore ce matin avec nos débatteurs du jour. Ce sera à partir de 10h30, puis avec vous au 0826 300 300 et sur le Facebook de Sud Radio, on débattra notamment de Matignon, qui pour devenir le futur Premier ministre. On parlera de la Cazeneuve, Bernard Cazeneuve Mania, et puis de Ségolène Royal, qui se dit disponible pour Matignon. Ça vous fait réagir. 0826 300 300, et je vous le rappelle, nos réseaux sociaux, notamment le Facebook de Sud Radio. Mais d'abord, on commence avec notre premier invité. Les débats de l'été Sud Radio. Et c'est un voyage d'affaires en pleine crise politique. Emmanuel Macron est en Serbie depuis hier. Visite officielle de 2 jours à Belgrade. Au menu, la signature d'une énorme vente de 12 avions Rafale, mais pas seulement. Bonjour Philippe Bertinchamp. Bonjour. Et grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio depuis Belgrade, puisque vous êtes correspondant là-bas pour le Courrier des Balkans. Philippe Bertinchamp, d'abord, comment la visite d'Emmanuel Macron est-elle perçue en Serbie et comment lui-même est-il perçu en Serbie ? Alors c'est une visite qui tombe plutôt bien pour le président serbe Aleksandar Vučić, un politicien qui dissout le Parlement tous les 18 mois, flirte ouvertement avec la Russie et la Chine, fait régulièrement monter les tensions régionales, mais qui achète des avions Rafale à la France et qui voudrait également faire construire des mini-centrales nucléaires en Serbie. Des Rafales et des centrales nucléaires, ce sont des affaires sérieuses, profitables, qui peuvent créer un nombre significatif d'emplois pour l'industrie française. On parle aussi de contrats avec EDF, mais encore du métro de Belgrade, dont le chantier n'a pas encore commencé, mais qui devrait être construit par l'entreprise Alstom, et surtout de l'aéroport Nikola Tesla, dont Vinci a obtenu une concession de 25 ans et qui a l'ambition de devenir un hub régional du trafic aérien. En outre, une petite dizaine d'autres accords ont été signés, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de la défense ou encore de la culture. C'est-à-dire au total de bonnes affaires pour la France, ce qui en ces temps difficiles apparaît comme crucial. C'est aussi l'occasion pour la Serbie, de plus en plus critiquée pour ses violations des droits humains et sa proximité avec Moscou, de redorer son image internationale, d'apparaître comme pro-européenne et d'en tirer des bénéfices en termes de propagande pour son gouvernement. Maintenant, si vous me demandez comment parle-t-on d'Emmanuel Macron en Serbie, je dirais que le président français fait partie des rares dirigeants européens qui maintiennent un contact assez régulier avec Aleksandar Vučić. Depuis plusieurs jours, les médias pro-gouvernementaux glorifient cette visite comme une preuve de la sagesse du leader serbe en politique étrangère. La France est en effet un poids lourd de l'Union européenne et Belgrade ne va pas se priver de s'en vanter. D'autant plus que face aux élections controversées, à la montée de l'autocratisme, Paris a en quelque sorte surmonté ses critiques à l'encontre de Belgrade en mettant tous ses problèmes sous le tapis à la suite de ses juteux contrats économiques. Cela dit, les relations entre la Serbie et la France sont assez pendulaires. Elles oscillent. Certains jours, Aleksandar Vučić n'hésite pas à proclamer que les vrais amis de la Serbie sont la Chine et la Russie. Puis, du jour au lendemain, quand c'est nécessaire et que ça l'arrange, la France redevient notre vieille amie, notre fidèle allié pendant les 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, en tout cas, les relations entre les 2 États sont décrites comme solides et amicales. Tous 2 ont renforcé ces dernières années leur coopération économique, avec une centaine d'entreprises françaises opérant en Serbie, employant plus de 12 000 personnes, tandis qu'au cours de l'année écoulée, les rencontres au plus haut niveau se sont multipliées, avec des visites officielles, des rencontres lors de forums internationaux et d'événements tels que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, Emmanuel Macron est actuellement présenté comme le plus grand ami du peuple serbe, voire comme une sorte de saint protecteur de la Serbie, mais cela jusqu'au prochain épisode. En attendant, cela permet au président français de marquer des points, tant au sein de l'Union européenne qu'en bilatéral, car après tout, les affaires avec la Serbie auraient très bien pu aller aux Américains, aux Allemands ou même aux Russes. Bah oui, effectivement. Alors Emmanuel Macron qui est présenté en tout cas aujourd'hui comme un ami en Serbie. Il est arrivé un petit peu en retard, je crois, hier en Serbie à cause de ses consultations pour Matignon. Est-ce que ça lui a été reproché ? Est-ce que les Serbes l'ont mal pris ou pas, Philippe Bertinchamp ? Est-ce que ça a fait parler ?
Non, pas du tout, pas du tout. Il a été accueilli en grande pompe, avec l'honneur militaire et les hymnes nationaux. Le président Vučić s'est lui-même rendu à l'aéroport pour l'accueillir en personne. Hier, donc, on en a parlé, la Serbie a signé un accord pour l'achat de 12 avions Rafale du groupe Dassault, un contrat près de 3 milliards, 2,7 milliards d'euros. Pourquoi faire? À quoi vont-ils servir ces Rafales à la Serbie? Alors c'est une très bonne question. Il s'agit là d'un dossier particulier. En avril dernier, pour rappel, la Croatie voisine a acheté 5 Rafales d'occasion remis à neuf, alors que la Serbie, elle, possède désormais 12 avions français flambant neufs. Le tout, comme vous l'avez dit, pour environ 3 milliards d'euros. La première question, bien sûr, est comment un pays pauvre comme la Serbie va-t-il les payer? Une question à laquelle le président serbe a pris soin de ne fournir jusqu'à présent aucun élément de réponse. De son côté, la logique d'Emmanuel Macron est beaucoup plus simple. 12 Rafales vendus, c'est un bon coup pour l'industrie militaire française et ça vaut donc la peine d'aller à Belgrade et de conclure le marché. Maintenant, la deuxième question est, la Serbie a-t-elle vraiment besoin de ces Rafales? Sans être un expert militaire, je dirais que non. Belgrade n'a pas besoin de joujoux aussi coûteux alors que le président Vučić répète à tout va que la Serbie veut la paix avec ses voisins. Quoi qu'il en soit, le président Macron a qualifié ce contrat d'historiquement important, un contrat qui marque, a-t-il précisé, une étape stratégique à long terme dans les relations entre l'Union européenne, la France et la Serbie, Belgrade prenant ainsi la distance de Moscou, son allié traditionnel, et de l'achat d'armements russes. Ouais, et vous l'avez dit justement, voilà, côté français, d'ailleurs c'est un contrat qui peut interroger, parce que la Serbie c'est quand même un pays qui a des liens très forts avec la Russie de Moscou. Quelle est justement la nature exacte des relations ici? Vous l'avez dit, entre la France et la Serbie, on est sur, on va dire, sur un moment où on a une alliance très claire, une proximité, une amitié entre les deux pays. Mais est-ce que la position de la Serbie vis-à-vis de la Russie est véritablement claire aujourd'hui? Eh bien, les 4 piliers de la politique étrangère de Belgrade reposent sur l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Russie. C'est un jeu de funambule qui est souvent très acrobatique. Ainsi, hier, à l'occasion de la signature du contrat d'achat des Rafales, Aleksandar Vučić a pris soin de préciser que Belgrade continuerait à soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais, fidèle à sa ligne et contrairement aux vœux de Paris et de Bruxelles, n'imposerait pas de sanctions à Moscou. L'ancrage européen de la Serbie... Ça n'a pas changé. Il n'est toujours pas question pour la Serbie d'imposer des sanctions à la Russie. Non, Aleksandar Vučić a d'ailleurs déclaré haut et fort qu'il n'avait pas honte de cette décision. Quant à l'ancrage européen de la Serbie, il a quand même été remis en question à la veille de la visite présidentielle, alors que la Cour d'appel de Belgrade examine le cas d'un ressortissant biélorusse, un opposant, Andrei Gniot, qui est menacé d'extradition vers son pays d'origine. Arrêté en octobre 2023 à l'aéroport de Belgrade, alors qu'il était en Serbie pour un tournage publicitaire, ce cinéaste de 42 ans a été placé en détention et depuis assigné à résidence avec un bracelet électronique. Si son cas suscite un large soutien au sein de l'opposition biélorusse, de la société civile serbe et d'ONG comme Amnesty International, la justice serbe continue cependant de maintenir la procédure d'extradition. On a également observé plusieurs cas similaires parmi des citoyens russes ayant fui l'invasion de l'Ukraine et la mobilisation des ressortissants russes qui, après avoir manifesté leur opposition à Poutine depuis Belgrade, ont vu leur permis de résidence annulé. Ah oui. Il faut rappeler qu'au cours des dernières 10 années, la Russie a principalement été présentée en Serbie de manière positive, comme un ami orthodoxe, le plus grand et le plus fort pays qui symboliquement s'oppose aux Nations Unies à ce que l'on prive la Serbie d'une partie de son territoire, c'est-à-dire de son ancienne province, le Kosovo, qui a déclaré son indépendance en 2008. Dans ce contexte, depuis l'arrivée au pouvoir d'Aleksandar Vučić, Poutine est présenté comme un bon autocrate, un protecteur du peuple serbe. Poutine, c'est le tsar, il est puissant, c'est un chef, un vrai, et les Serbes font confiance à des hommes forts. Selon les sondages, 8 Serbes sur 10 estiment d'ailleurs que la Serbie a besoin d'être dirigée par un homme à poigne, ce qui en dit long sur le rapport du pays à la démocratie. Ça veut dire qu'on a un rapport compliqué dans ces négociations en vue d'une éventuelle entrée de la Serbie dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a des freins très clairs encore à cette entrée de la Serbie dans l'UE ? Oui, tout à fait. La Serbie est candidate depuis 2009, mais le processus a toujours été ralenti. Il y a une quinzaine d'années, je dirais que 60% de la population serbe était en faveur de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce nombre a beaucoup diminué. Vous en avez parlé un petit peu, mais pour en savoir un petit peu plus, Philippe Bertinchon, sur le président serbe Aleksandar Vučić, c'est un président autocrate d'une certaine manière qui finalement est en train de faire du mal à la démocratie serbe. Oui, alors bon.
Alors, bon, d'abord, il a une présence physique. C'est un géant de près de 2 mètres. Il est plutôt lourd de mouvement. Il a un débit très lent, très monotone. C'est un homme de 54 ans qui a commencé sa carrière politique fort jeune dans les années 90, pendant l'ère yougoslave, et qui rapidement s'est hissé à la tête du parti radical, dirigé par le chef historique de l'extrême droite serbe, Vojislav Šešelj, qui a été jugé à La Haye coupable de crimes de guerre. En 99, pendant la guerre du Kosovo et les bombardements de l'OTAN sur la Serbie, Vučić a été le ministre de l'information de Slobodan Milošević. C'est une période très noire, très sombre, marquée par l'assassinat de journalistes, des morts violentes sur lesquelles toute la lumière n'a pas encore été jetée. Après la guerre et la chute de Milošević à l'automne 2000, Vučić a rongé son frein pendant plusieurs années dans les rangs de l'opposition, avant de finalement rompre avec le parti radical et de créer un nouveau parti, le Parti progressiste serbe, présenté comme libéral et pro-européen. Il a remporté les élections en 2012. Il est devenu ensuite Premier ministre et a été élu président en 2017. Au fil de ses mandats, il s'est imposé comme un politicien extrêmement habile, madré, qui contrôle l'opinion publique en la manipulant en permanence grâce à une mainmise quasi totale sur les médias. Un dirigeant qui se fait réélire haut la main à chaque scrutin en ayant recours à des fraudes électorales massives et qui souhaite... C'était reconnu par l'OCDE, ça, effectivement, sur ces fraudes. Tout à fait. Et qui souhaite avant tout rester au pouvoir le plus longtemps possible. Le Kosovo, ça reste un sujet tabou, sensible entre la France et la Serbie. Aujourd'hui, Philippe Bertinchon. Alors personne n'est dupe. C'est des négociations qui n'en finissent pas à Bruxelles entre le Premier ministre kosovar Albin Kurti et le président serbe Aleksandar Vučić. Mais la France n'est pas dupe que ces réunions s'éternisent et ne mènent finalement à rien. La Serbie a d'ailleurs été un facteur de déstabilisation l'été dernier au Kosovo lors d'une espèce d'attentat manqué au cours duquel des éléments nationalistes serbes ont été considérés comme les organisateurs. Pour conclure, Philippe Bertinchon, cette position de la Serbie entre la Russie de Poutine et puis l'Union européenne, est-ce que elle peut tenir encore longtemps et l'objectif pour la Serbie est-elle de continuer à jouer sur les deux tableaux, si je puis me permettre de parler ainsi? Oui, c'est un jeu de funambule qui demande beaucoup d'adresse. Il faut peut-être aussi rappeler qu'au niveau régional, la Serbie reste un pays important parmi les pays de l'ancienne Yougoslavie, dans les Balkans, bien sûr. C'était déjà le temps à l'époque de la Yougoslavie, c'est encore le cas aujourd'hui. Belgrade a toujours tendance à se considérer comme un pays hégémonique au niveau régional. Dans ce cadre, depuis 2020, c'est-à-dire depuis 4 ans à peine, le spectre de la Grande Serbie, qui était une idée promue par Slobodan Milošević, est réapparu, cette fois sous le nom de Monte Serbe, un concept selon lequel Belgrade doit rassembler tous les Serbes sous une seule direction, peu importe leur lieu de résidence. C'est un projet qui ravive évidemment de nombreuses inquiétudes, notamment au Monténégro et en Bosnie-Herzégovine, où il est perçu comme une menace de déstabilisation. Il faut dire que la défaillance actuelle du projet européen laisse un vide dangereux, tandis que Belgrade a toujours estimé avoir un droit de regard et même un devoir de protection envers les communautés serbes des autres pays de la région. En réalité, évidemment, le monde serbe ne va pas se réaliser, pas plus que la Grande Serbie de Milošević n'a vu le jour, mais en attendant, cette rhétorique incendiaire permet à Aleksandar Vučić de jouer aux pompiers pyromanes et d'éteindre les brasiers régionaux qu'il a lui-même allumés, confortant auprès de ses électeurs et de l'opinion internationale, dont la France, son image de politicien responsable et modéré. Est-ce qu'on sait quand il va repartir, Emmanuel Macron, quand il va rentrer en France? Il y a une horaire qui a été donnée déjà, communiquée ou pas? Normalement, son dernier jour, c'est aujourd'hui. Il devrait soir après une visite à Novi Sad. Il devrait également inaugurer, poser une pierre commémorative à l'aéroport de Belgrade. Il prendra la parole lors d'une rencontre sur l'intelligence artificielle avec des jeunes. Ouais. Merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions, Philippe Bertinchon, depuis Belgrade, je le rappelle, où vous êtes correspondant pour le Courrier des Balkans. Merci et très bonne journée à vous. À Sud Radio, il est 10h17, on revient dans un instant, retour en France, à suivre un coup de gueule, celui d'un taxi niçois. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Sud Radio à 10h20 pour les taxis dans le sud de la France, c'est le fléau de l'été. Comme chaque année, de nombreux VTC, de nombreux chauffeurs affluent sur la Côte d'Azur pour y travailler, attirés par les touristes qui représentent autant de clients potentiels. S'ajoute à cela cet été la volonté de fuir les Jeux Olympiques et ces interdictions de circulation. Bonjour Fabrice Cavalera.
Bonjour Monsieur Glaise. Bienvenue sur Sud Radio, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du syndicat des taxis niçois. Pour vous, cet afflux de VTC venant de toute la France, c'est une concurrence insupportable, c'est compliqué à gérer tout cela? C'est bien sûr, c'est complètement compliqué. Non, on le voit année après année, l'afflux de VTC est de plus en plus nombreux. Mais vous savez, moi je ne vais pas parler de VTC de Paris, de Tombouctou ou d'où je ne sais. C'est la réglementation, il faut simplement contrôler le VTC et je peux vous dire qu'à partir de là où les VTC seront complètement contrôlés, il y aura déjà un grand tri qui sera fait. Parce que ces VTC qui arrivent, ils sont moins dans la règle que les autres, que ceux qui sont du côté de Nice? En fin de compte, personne n'est dans la règle, monsieur. Quand vous vous apercevez que dans la ville, on se permet de marauder, de faire de la maraude électronique de partout, ce qui est complètement interdit, ils sont en double fil de partout, ils pullulent dans tous les sens, ils ne respectent rien, ils backchichent les hôtels pour pouvoir travailler, pour pouvoir remplir leur frigo, ça devient un fléau. C'est un fléau illégal. Ce ne sont pas tous les VTC, il y en a beaucoup, des VTC qui sont en règle. Ah oui. Qui ont leur macaron rouge qui est nécessaire pour exercer, oui, non? Bien sûr, non, mais bien sûr. Vous savez, moi, je finis ma 20e année de taxi et j'ai toujours travaillé depuis que je suis taxi avec ce qui s'appelait à l'époque de la grande remise et du VTC. On a toujours fonctionné ensemble, chacun avait sa clientèle, donc il n'y a jamais eu de guerre entre eux et nous. Maintenant, voilà, les plateformes téléphoniques, numériques et téléphoniques ont mis vraiment un gros merdier dans tout cela, oui. Et cet été, avec les Jeux Olympiques, vous avez eu plus de VTC venus, notamment, je sais pas, de Paris? Vous savez, maintenant c'est compliqué de les voir parce qu'ils ont quand même l'intelligence de mettre, vous savez, la petite étiquette sur la plaque d'immatriculation. Donc on n'arrive plus trop à les dissocier d'un VTC local, on va dire entre guillemets, qui a son siège social ici et qui travaille dans les règles, plutôt qu'un VTC parisien ou autre de la France. En tout cas, est-ce que vous le percevez sur le bilan de vos courses sur cet été? Est-ce que vous avez eu moins d'activités cette année que d'autres, ou en tout cas, est-ce que les étés c'est de plus en plus compliqué finalement de sortir un certain chiffre d'affaires pour vivre tout simplement? Non, mais moi, vous savez, je sais que le métier de taxi est souvent tapé et critiqué par la population, mais c'est un métier qui devient très compliqué à travailler. Nous sommes un petit peu le métier encadré, nous avons des tarifs encadrés, et effectivement, de par cette concurrence qui vient de plus en plus tous les ans, on ressent cette année, on le ressent vraiment sur notre chiffre d'affaires. Et pourtant, Dieu sait que j'ai le droit d'assister à toutes les réunions locales, et il y a du monde dans le département, dans la région, je peux même parler de région, il y a du monde, les gens sont là, mais effectivement, et quand vous êtes 437 taxis niçois contre 4000 VTC, forcément la concurrence, on joue pas sur le même tableau. Mais l'avantage que vous avez, les taxis, par rapport au VTC, c'est que vous avez notamment, alors c'est l'été là, avec pas mal de touristes du côté Nice, vous avez finalement seul l'accès à l'aéroport de Nice, non? Alors là, si vous rentrez dans ce débat, on n'est pas couché. Allez-y, dites-nous. Non, mais là c'est vrai que c'est une catastrophe. L'aéroport cette année, autant le racolage qui a été mis en place, qui a commencé à voir le jour depuis 2 ans. On a beau prévenir nos forces de l'ordre, nos pouvoirs locaux, avec des photos à l'appui. Mais là cette année vraiment le racolage est structuré, le rabattage toute la journée. C'est pas que le soir. Avant c'était que le soir à partir de 23h dans les derniers avions. Mais maintenant, c'est toute la journée. Et il y a un manque cruel d'effectifs des forces de l'ordre. C'est comme ça. Il y a Parce qu'ils font leur maximum, j'imagine. Voilà, ils vous écoutent, ils essayent de faire le plus de contrôle possible aussi. Mais bien sûr, je ne peux pas taper sur les forces de l'ordre qui sont en place. On leur demande tous les jours de plus en plus. Et puis là, ils ont eu les Jeux Olympiques à gérer. Il y a eu l'événement du Tour de France dans le département, la région. Sûr, donc il y a plein de choses. Mais il y a un manque cruel d'effectifs. Et s'il y avait des contrôles, nous on l'a vu il y a 5-6 ans, on avait malheureusement fait une manifestation. Et Dieu sait qu'on n'aime pas trop en faire, l'ouverture du Festival de Cannes. Et pendant 15 jours, on a eu des forces de l'ordre toute la journée dans le centre de l'aéroport, mais il n'y avait pas un VTC. C'est ce que vous attendez finalement. Alors je sais pas, c'est quoi? C'est la police nationale? C'est la police municipale? Comment c'est géré? La police municipale n'a pas foi, ne peut pas contrôler. Elle peut juste relever une division de la police nationale qui est vraiment sur ces contrôles en particulier? Complètement. La police municipale ne peut que contrôler une infraction routière, en fin de compte, un délit, mais n'est pas le pouvoir de faire un contrôle complet d'un VTC. Donc, en tout cas, ce que vous demandez, c'est davantage de moyens, plus de présence policière pour effectuer ces contrôles. C'est ça
qui est finalement la solution à tous vos maux, notamment l'été où il y a cette concurrence de ces VTC venus de partout en France et notamment de Paris? Mais bien sûr, il faut du contrôle. Il y a une loi Grand Guillaume qui n'est pas respectée. Elle est loi, elle est là, elle est votée, pardonnez-moi. Mais sous effet d'une paix sociale, on ne veut pas trop non plus remuer, tamiser un peu ce qui se passe dans les plateformes numériques. Donc c'est très compliqué, vraiment très compliqué. L'aéroport, il suffit rien que vous contrôlez les macarons rouges. Rien que ça, monsieur. Les macarons rouges, hein, pour les auditeurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le macaron qu'on met sur le pare-brise et qui est nécessaire pour exercer cette activité, voilà, de je VTC. me demande même comment les plateformes numériques peuvent encore délivrer des autorisations de travailler ou ouvrir, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ouvrir des liens pour qu'ils puissent s'inscrire sur leur plateforme sans tous les documents officiels. Mais moi, en aucun cas, un taxi ne peut être taxi sans tous les documents officiels. En aucun moment, la municipalité va délivrer un permis de circuler. Jamais de la vie. Bon, en tout cas, les VTC venus d'ailleurs vont pouvoir rentrer chez eux là, prochainement. Non, parce qu'on a la chance qu'on a un après-été, c'est-à-dire jusqu'à mi-novembre. On a quand même beaucoup de congrès. La région nous permet d'avoir d'énormes congrès en tous les cas. Le mois de septembre avec le Bot Show, le Yacht Show, c'est quand même 2 congrès très 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 énormes. Enfin énormes, pardonnez-moi, et ça va attirer encore du monde. Donc ils vont rester. Bien sûr qu'ils vont rester. Malheureusement. Fabrice Cavalera, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage, bien sûr, à vous. Et puis on pense à tous les taxis, les VTC aussi, en règle, voilà, qui travaillent en bonne intelligence aussi avec les taxis. Je rappelle, Fabrice Cavalera, que vous êtes président donc du syndicat des taxis niçois. Bonne journée à vous, bon courage. Sud Radio, il est 10h30, bientôt. À suivre nos débats de l'été, on débat de l'actualité, toute l'actualité. 0826 300 300. Appelez-nous pour nous donner vous-même vos coups de gueule, vos coups de cœur. Et puis vous nous le dites également sur nos réseaux sociaux, le Facebook de Sud Radio. Dans un instant, on accueille nos débatteurs du jour. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les débats de l'été avec vous, 10h30 sur Sud Radio. On débat de l'actualité, toute l'actualité avec vous au 0826 300 300 et puis sur nos réseaux sociaux, notamment le Facebook de Sud Radio. Nos débatteurs du jour, je vous les présente. Mehdi Selli, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, conseiller en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Avec nous également Benoît Perrin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, directeur de Contribuables et Associés. Et puis Luc Gras, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, politologue. On va commencer cette émission avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et je dois dire que là, comme hier, on a un trio de coups de gueule. Voilà, donc on va essayer, ça sera notre objectif d'ici midi, peut-être de trouver un petit coup de cœur. On verra cela. En tout cas, on commence avec votre coup de gueule, Mali, c'est dit. À propos de quoi? Racontez-nous. Alors, moi, mon coup de gueule, il porte sur les réactions plutôt violentes et insultantes que j'ai pu voir ici et là, notamment sur les réseaux sociaux, suite au témoignage d'Harmonie Commune, qui est donc la veuve du gendarme qui a été tué à Mougins. Et je dois dire que j'ai été choquée. J'ai été choquée parce que je considère... C'est un refus d'obtempérer, oui. C'est un refus d'obtempérer, absolument. Ouais. J'ai été choquée parce que je considère que s'il y a bien un moment dans lequel on est tous égaux, c'est bien face à la mort. Et j'ai été très choquée de voir que cette dame on peut comprendre sa colère, que je comprends, que je partage, je comprends son émotion. Qui parlait du laxisme, et voilà, notamment de la France. De la France, de la justice, et le fait que son mari, qui est consacré quand même plus de 30 ans de sa vie au service de son pays, meurt dans des conditions pareilles. J'ai trouvé que sur les réseaux sociaux, au lieu d'avoir de la compassion des gens, de l'amitié, de l'empathie, beaucoup l'attaquaient. Et la cerise sur le gâteau, je crois que c'est la couverture de l'humanité, qui pour moi est dégueulasse. 203e mort au travail. Mort au travail. C'est terrible de considérer que ce qui s'est passé à Mougins, c'est une mort au travail. C'est comme si qu'on disait quand il y avait des personnes qui se faisaient planter avec un couteau, que c'était un accident domestique de cuisine. Et ça m'a vraiment révoltée parce que je trouve que cette dame a eu des propos très forts qui sont certainement ceux que pensent beaucoup de Français. Et je crois que dans des circonstances comme celle d'un deuil, et celui en particulier, les victimes ont le droit de tout dire. Elles ont le droit de dire ce qu'elles pensent, elles ont le droit d'exprimer leur douleur, d'exprimer leur colère, de dire combien c'est terrible pour elle, parce qu'évidemment elle a perdu son mari, mais la suite va être encore plus dure. Elle a quand même des enfants. Il va falloir continuer à vivre avec ça. C'était mon coup de gueule du jour. Vraiment, je tenais à le dénoncer parce que je trouvais vraiment les remarques, tout ce qui a été dit sur cette dame, je trouvais que c'était vraiment dégueulasse.
C'est vraiment pas à la hauteur de ce qui se passait. Réaction peut-être Lugra avant de passer à votre coup de gueule. Vous partagez aussi ce coup de gueule sur voilà les réactions qu'on a pu voir ici et là sur les réseaux sociaux, puis notamment de la part de responsables politiques. Oui, je partage ce coup de gueule. C'est évidemment là, devant la mort, comme il a été dit, nous sommes tous égaux. C'est une tragédie. Et donc, vraiment, respect, condoléances à cette femme, à ses enfants et à cette personne qui est décédée. Je crois d'ailleurs qu'elle va être honorée, qu'un certain nombre de communes vont peut-être donner des noms de lieux publics à ce gendarme décédé au service de la France. J'apporterai simplement une petite nuance sur le fait que on n'a pas, je suis pas complètement d'accord avec l'idée qu'on a le droit de tout dire publiquement, parce que même si c'est atroce, même si la mort a frappé, la parole publique doit répondre quand même à certaines exigences. Et je prends dans ce cas précis l'exemple quand la dame, la veuve, a dit « La France a tué mon mari ». Évidemment, quand on se met dans une perspective historique, quand on se met vraiment dans une perspective du long terme, c'est pas la France qui a tué son mari, c'est peut-être le laxisme, c'est peut-être des décisions erronées, c'est aussi et avant tout le voyou qui a tué la personne. Mais mêler à cela la France, vous savez, c'est un petit peu le même débat qu'il y avait lors de la Seconde Guerre mondiale. C'était la France. Est-ce que Vichy était la France? Est-ce que De Gaulle était la France? Je pense qu'il faut mettre la France un peu en dehors de cela. Et la France est une nation. Ouais. Et donc cette nation, elle est respectable malgré tout. D'autant que ce gendarme était au service de la France et c'était sa mission aussi, c'était de défendre cette France-là. Benoît Perrin, peut-être une petite réaction. Alors je souscris à 100% à tout ce qui a été dit. Je reconnais que cette dame a été... Alors j'invite vraiment tous les auditeurs de Sud Radio à écouter les paroles de cette dame qui sont évidemment très émouvants. Je crois qu'elle s'est fait espèce de ventriloque de beaucoup de Français qui vivent au quotidien des agressions et évidemment au-delà de ça des gens qui ont perdu des proches. Et dans ces moments-là, on se dit qu'effectivement ça devrait être l'union nationale totale. Et il y a de quoi quand même être surpris qu'une certaine qui est pas cette union quoi. Concrètement, quand des petits, on le sait tous, quand il y a des accidents dans certains quartiers, on voit des tweets fleurir partout. Là, on a l'impression que c'est presque une application de ce qu'avait dit, vous savez, la mauvaise blague de Jean-Luc Mélenchon qui disait qu'un policier mort, c'est un électeur du Rassemblement national en moins. Et on a l'impression qu'en fait, dès lors qu'il y a quelqu'un qui incarne l'autorité, qui est tué dans l'exercice de ses fonctions, il n'y a pas d'union, alors qu'on devrait évidemment tous soutenir cette pauvre veuve qui, elle, effectivement, a pris perpétuité. Vous avez aussi un coup de gueule, Benoît Perrin, on y reviendra dans un instant, mais d'abord, Lugra, votre coup de gueule à vous. Oui, moi, mon coup de gueule, c'est sur cette France, ce pays qui ne s'écoute pas. Les gens ne s'écoutent pas. On ne dialogue plus. Et je pense que c'est la clé de la résolution de beaucoup de nos différends que de dialoguer. On voit bien en politique Emmanuel Macron qui n'écoute pas le peuple. 70% des Français sont contre sa réforme de la retraite. Ils sont pas forcément contre une réforme de la retraite, ils sont contre cette réforme. Ils ne les écoutent pas. De janvier à juin 2023, 70% des Français sont contre, ils ne les écoutent pas. Les Français se sont exprimés à l'occasion des européennes, il ne les a pas écoutés. Il a 2 résultats aux législatives qui vont contre son camp, il ne les écoute pas. Mais c'est pareil, au nouveau Front Populaire, on n'écoute pas non plus. On voit bien qu'il n'y a pas réellement une majorité dans ce pays à gauche, et donc il y a nécessité d'un compromis. La première réponse a été tout le programme, rien que le programme du nouveau Front Populaire. Donc il y a un manque d'écoute des acteurs politiques nationaux. Il y a aussi un manque d'écoute à l'étranger. Trump qui écoute pas du tout et qui caricature systématiquement Kamala Harris, qui n'engage pas le dialogue. Poutine qui n'écoute pas le peuple ukrainien, qui a manifesté son envie de se rattacher plutôt au mode de vie occidental. En Israël, en Palestine, où les extrêmes passent leur temps à gagner et à ne pas laisser la parole de l'immense majorité des personnes qui souhaiteraient la paix. Bref, nous sommes dans une société, au moment où les moyens de communication sont les plus développés sur cette terre, eh bien, c'est le moment où on dialogue le moins. Et je trouve que c'est bien dommage, car la résolution des différends passe, comme nous le dit la médiation,
par des dialogues. Il y a des résultats merveilleux quand on commence à écouter l'autre, à écouter la position de l'autre et ensuite à partager à travers le dialogue. Il est prêté à Dante la phrase suivante, la nuance est d'essence divine. Eh bien aujourd'hui, on manque beaucoup de cet état d'esprit dans nos sociétés. C'est bien dommage, car c'est le chemin de la résolution des différends. Oui, les politiques qui ne s'écoutent pas ou plus, on l'observe effectivement en ce moment, Madi Sedi, et puis les Français non plus ne s'écoutent plus. On est vraiment sur une société qui est très fracturée. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. On est dans une société fracturée, les politiques ne s'écoutent plus, les citoyens ne s'écoutent plus, ils ne se parlent plus. Et c'est un vrai souci, puisqu'aujourd'hui, chacun est dans son coin, chacun est dans son précaré, et chacun pense avoir la vérité infuse. Et c'est là où c'est terrible, et on le voit de plus en plus, que ce soit même sur des sujets les plus basiques possibles, les gens ne se parlent plus, c'est bien le drame de notre société. Benoît Perrin, votre coup de gueule, peut-être un mot avant sur ces coups de gueule, sur ces politiques qui ne s'écoutent plus, ces politiques qui ne s'écoutent plus. J'ai pas l'impression que les politiques se soient déjà écoutés. J'ai l'impression que c'est presque le propre de la politique en fait. Il y a un moment où il faut trancher. Moi, je pense que le problème de la France, c'est justement peut-être d'être trop dans le consensus, alors qu'on a des gros problèmes de finances publiques, on va y revenir, des gros problèmes de sécurité, des gros problèmes dans l'éducation, des vrais problèmes dans la santé. Enfin, je dirais à un moment, il faut prendre des décisions. Et j'ai l'impression que oui, il faut se mettre à la place de l'autre, ça c'est certain, parce que sinon on ne peut pas comprendre les préoccupations des uns des autres. Mais enfin, il y a un moment où il faut quand même avancer, quoi. Et je pense que depuis 50 ans, précisément, on meurt d'immobilisme, on meurt de cette espèce de consensus mou qui, je crois, exaspère les Français. On gère plus qu'on prend des décisions d'une certaine manière. Peut-être aussi, Benoît Perrin, votre coup de gueule, c'est la taxe foncière qui a encore augmenté cette année. Voilà, certains propriétaires ont pu l'observer cette semaine, puisque les premiers avis sont tombés, ça y est, ils sont consultables. Exactement, ils sont consultables, vous l'avez raison, vous l'avez dit depuis hier. Alors, chers auditeurs de Sud Radio, qui n'ont pas encore consulté le site des impôts, je vais dire tu es suspense. Oui, la taxe foncière va encore augmenter. Alors, rassurez-vous, pas dans les mêmes proportions que l'année dernière, mais tout de même, rappelons que cette taxe sert à financer les budgets des collectivités locales, principalement les communes, et qu'elle doit être réglée avant mi-octobre. Alors, comment elle est calculée? C'est très simple. Vous avez une part nationale, une part locale. La part nationale, elle est en gros basée sur l'inflation, qui était donc d'à peu près 4,9% l'année dernière, et donc une espèce de moulinet qui se met en place, et vous aurez dans toutes les communes de France, sur cette part nationale, au moins une augmentation de 3,9%. Je rappelle qu'elle était de 7,1% l'année dernière. Ouais, donc ça c'est la part nationale, ça s'applique à toutes les communes de France. Et après, chaque commune, au sein de son conseil municipal, peut décider ou non d'augmenter la part qui lui est attribuée. Et alors, bonne nouvelle pour les contribuables, cette année, 81% des communes ne devraient pas augmenter leur taux. Donc, c'est-à-dire dans 81% des communes, vous devriez avoir une augmentation, entre guillemets, de seulement 3,9%, qui est quand même une augmentation massive. Alors depuis la fin de la taxe foncière, la fin de la taxe d'habitation, certaines communes ont largement augmenté la taxe foncière. On se souvient de Paris l'année dernière qui, en plus des 7,1%, avait augmenté sa taxe foncière de plus de 52%. Et cette année, c'est Nice qui se distingue, plus 19%. On pense aussi à Annecy, Nancy ou encore Saint-Étienne qui vont augmenter leur taxe d'à peu près 14%. Alors, ce n'est pas fini, car en novembre, les propriétaires de résidences secondaires ou de logements vacants dans certaines villes recevront leur avis de taxe d'habitation. Et là, eh bien, certains sur les résidences secondaires, juste pour l'expliquer, sur les résidences secondaires, on paye une taxe habitation. Exactement. Ouais. La taxe d'habitation, elle perdure pour les résidences secondaires et pour certains logements vacants. Et là, certains maires se sont lâchés, plus 60% d'augmentation. Alors, on sait que les propriétaires sont devenus la vache à lait. Taxation à l'achat, lors de la possession, lorsque vous louez votre logement ou encore au moment où vous le vendez. Et puis, les propriétaires sont une cible idéale. Ils ont l'idiote réputation d'être riches, ce qui est faux la plupart des cas. Alors donc, pour terminer, au-delà de ces augmentations, l'injustice tient au fait qu'avec la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, les seuls à payer les charges des communes sont les propriétaires. Les locataires ne paient plus rien, mais profitent de tous les services publics proposés par les communes. Emmanuel Macron n'aime pas l'immobilier, il nous l'a bien fait comprendre, donc ensemble, ayons un peu de compassion
pour les damnés de la pierre. Oui, après, oui, les damnés de la pierre, effectivement, c'est bien trouvé. Après, quand on parle des résidences secondaires, c'est tout bénef pour les mairies, parce que c'est pas des électeurs sur les municipales. Exactement, vous avez bien raison. Ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les propriétaires, qu'ils habitent ou non la ville, vont continuer à financer les services publics, alors même qu'ils n'y habitent effectivement pas à l'année. On poursuit ces débats. D'ailleurs, on va continuer, notamment sur cette taxe foncière, parce que ça pose tout un tas de questions, notamment vis-à-vis des communes et des propriétaires. Donc, Sud Radio, il est 11h moins le quart. On revient dans un instant. Les débats de l'été. Vous réagissez sur le Facebook de Sud Radio. On lira un petit peu vos commentaires tout à l'heure. On est toujours en compagnie de Madi Sedi, Lugras et Benoît Perrin. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On se retrouve le 2 septembre à 7h, Sud Radio. Vous chargez l'appli et vous écoutez. 7h, 9h, info et l'interview politique, bien sûr, à 8h30. À lundi. Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, elles sont à 2,67 €. Quoi, les carottes? Eh oui patron, je suis chez Lidl et en ce moment, le sachet de carottes de 3 kilos est à 2,67 €. Le sachet de carottes de 3 kilos à 2,67 €? Eh oui, ça revient à 89 centimes le kilo. Bah ça suffit. Tu te tiens un carreau avec tes carottes, ok? Ok. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Sud Radio Tarbes. 102. Sud Radio. Passeport, ok. Casquette, ok. Écharpe, ok. Tout est prêt pour le Tour d'Europe. Non mais c'est quoi son délire à papa? Je sais pas, je crois qu'il est juste passionné. C'est bon les enfants, vous pouvez allumer la télé. UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, à suivre en intégralité et en exclusivité avec Canal+. Jusqu'au 15 octobre, profitez de l'offre Canal+ Pass Coupe d'Europe à 29,99 € les 12 premiers mois, puis 37,99 € par mois. Engagement 24 mois, détails et conditions sur boutique.canalplus.com. Bienvenue aux familles qui veulent continuer à se régaler sans avoir à se priver. Et aux gastronomes tendance économe qui comptent bien profiter de cette rentrée pour se faire plaisir. En ce moment, chez Picard, profitez de moins 50% sur le deuxième produit acheté avec la carte Picard et nous, parmi une large sélection de produits. Et pour plus de simplicité, pensez à la livraison à domicile et au click and collect sur picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Intersport. Engagez sport, engagez prix. Dites l'équipe, une idée pour faire aimer les maths à la rentrée? Avec nos moins 50% sur le deuxième vêtement enfant au choix, les kids vont kiffer et les parents vont adorer diviser les prix. Ah, les maths, notre matière préférée. Après le sport, évidemment. Chez Intersport, profitez de la rentrée moins chère. Jusqu'au 1er septembre, bénéficiez de moins 50% sur le deuxième vêtement enfant au choix. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme La Paire, font rimer pause de qualité avec pas touche au porte-monnaie? Jusqu'au 9 septembre, pendant l'opération Tout tient dans votre budget, La Paire installe votre nouvelle porte d'entrée alu ou bois pour 1 € seulement. 1 € seulement pour une pose à domicile parfaite, réalisée dans les règles de l'art, par un poseur professionnel certifié. Oui, vous avez bien entendu. Une offre comme ça, même chez La Paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr. Carrefour. Quand vous me dites, c'est quoi le bon plan de la rentrée des classes? Eh bien, je vous réponds que pour une rentrée des classes qui bat tous les records, il y a 10 € offerts en bon d'achat tous les 30 € d'achat sur tout le rayon papeterie et écriture scolaire, y compris sur les produits déjà en promotion. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah bah là, ça vaut une médaille. Et c'est jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Offre limitée à 6 bons d'achat par foyer, valable du 2 au 15 septembre. Détails sur carrefour.fr. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été avec nos débatteurs du jour, Madi Sedi, conseillère en communication d'influence. Je rappelle votre livre Française venue d'ailleurs, publié chez Stock, Lugras, politologue, et Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Vous nous parliez, c'était votre coup de gueule, Benoît Perrin, de cette taxe foncière qui va encore augmenter cette année. Les premiers avis qui ont été reçus par un certain nombre de propriétaires hier, je crois, en tout cas, oui, c'est ça, cette semaine. En ligne, voilà, pour ceux qui payent en une fois, voilà. Pour ceux qui sont mensualisés, ça sera un petit peu plus tard. Coup de gueule partagé ou pas, Madi Sedi, parce que c'est vrai que faut quand même le dire, les propriétaires, c'est pas que des nantis, quoi.
Absolument, contrairement à ce que pensent certains, notamment certains politiques de gauche, c'est que les propriétaires sont loin d'être des nantis. Il y a beaucoup de Français moyens qui ont économisé toute leur vie, qui ont un prêt pas possible sur la tête et qui se débrouillent en fait, qui essaient de s'en sortir. Et je trouve qu'évidemment c'est pas juste. C'est pas juste parce que c'est beaucoup de gens. Alors tout le monde bénéficie justement des services publics qu'offre la collectivité territoriale. Et évidemment, il y a que les propriétaires qui payent. Donc je crois qu'il y a une vraie injustice. Et sur le principe, je pense que soit on la retire à tout le monde, soit on la laisse à tout le monde. À partir du moment où on bénéficie tous des services publics, on devrait tous payer. Donc quelque part, il y en a qui payent pour d'autres, et ça c'est pas normal. Oui, Lugras, puisque la taxe habitation, rappelons-le, a été supprimée, ce qui n'est pas le cas de la taxe foncière. Alors on peut comprendre aussi les communes, justement, parce que l'argent qu'elles ne récupèrent pas sur la taxe d'habitation, bah forcément, on va la récupérer du côté de la taxe foncière, avec des communes, dont les dotations de l'État sont en baisse depuis des années. Lugras. Exactement. Donc c'est l'occasion de saluer quand même l'immense majorité des communes et en règle générale des collectivités territoriales qui gèrent plutôt bien leurs finances, qui sont plutôt à l'équilibre. Et donc, premièrement, déjà, c'est l'occasion de les saluer. La deuxième chose, c'est évidemment de saluer cette année le fait qu'un grand nombre, comme il a été dit par Benoît, de communes essayent de ne pas refaire le hold-up de l'année dernière, qui était quand même invraisemblable. Plus de 50% à Paris, c'était quand même invraisemblable. Et la troisième chose, je trouve que cette intervention est fort utile parce que elle met l'accent sur finalement la vision économique d'Emmanuel Macron depuis 2017. Il n'y a pas un exemple où il n'a pas fait le choix de l'économie financière, c'est-à-dire de la finance. Lui-même, d'ailleurs, dans sa propre vie, n'a pas beaucoup de capital parce que avec une retraite qui sera à plus de 20 ou 25 000 euros, évidemment, il n'a pas besoin de investir dans la pierre. C'est des personnes qui ont un tel niveau de vie, un tel train de vie qu'ils n'achètent pas de la pierre. Ils louent, ils vont chez des amis, ils font des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que, comme ça a été dit par Madi, ce sont les plus petits qui essayent d'économiser. Quand vous avez un salaire de 1 500 euros par mois, vous dites à la retraite, vous aurez une catastrophe, 900 euros, vous n'arriverez pas à joindre les deux bouts, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez 100, 200 euros par mois pour acheter un petit local pour éventuellement pouvoir en province le louer et compléter ainsi la différence. On voit bien que c'est la tradition d'ailleurs, c'est l'histoire de France qui repose sur la pierre et que avec l'arrivée de ces jeunes market makers que sont la génération d'Emmanuel Macron et toutes ces personnes qui sont autour de lui, il n'y a plus de place pour les petites gens qui essayent à la sueur de leur front d'économiser pour pouvoir vivre. Donc il faut et qui investissent dans la pierre parce qu'on leur dit c'est le meilleur investissement possible, justement quoi. Oui, mais alors le problème, c'est qu'à la fin, vous êtes tellement taxé, vous avez tellement de taxes sur le dos que c'est la question qui se pose. En plus, le marché en ce moment est en train de s'effondrer. Donc vous savez, quand le bâtiment va, tout va dans un pays. Quand l'immobilier va, tout va. Actuellement, l'immobilier est malade. Donc on peut espérer que si le nouveau gouvernement arrive dans quelques jours, sans faire de transition, il prendra des mesures pour taxer un peu plus le capital financier et un petit peu moins le capital immobilier. Sur le Facebook de Sud Radio, on a Marie notamment qui nous dit les Français migrent tellement la vie devient insupportable en France. Benoît Perrin. Pour illustrer ce que vient de dire Luc, auquel je souscris complètement, ce qu'il faut savoir sur la gestion des communes et que peu de Français savent, c'est deux informations. La première, c'est que les communes n'ont pas le droit de voter des budgets en déséquilibre. C'est ça. Ce qui est assez extraordinaire parce qu'en fait, l'État passe son temps à dire que les communes sont mal gérées et qu'il faut récupérer de l'argent sur les communes, mais il impose aux communes ce qu'il s'exonère de faire lui-même, puisque je rappelle depuis 50 ans... Emmanuel Macron qui avait tapé d'une certaine manière sur les communes en disant que voilà, c'était elle qui décidait d'augmenter la taxe foncière, quoi. C'est exactement ça. Et je rappelle que depuis 50 ans, le budget au niveau de l'État n'est pas voté à l'équilibre. Et deuxième information, les collectivités locales ne peuvent emprunter que pour faire des investissements. Elles n'ont pas le droit d'emprunter pour simplement faire, on va dire, tourner la machine de leur collectivité. Donc ce sont deux freins de bonne gestion, me semble-t-il, qu'il faudrait, je crois, appliquer à l'État. Et puis Madi Sedi aussi, on fait des économies sur le dos des propriétaires, tous les propriétaires, alors ceux qui ont plus ou moins d'argent, quelle que soit leur situation, on fait des économies très clairement aussi sur les communes qui font ce qu'elles peuvent. Oui, les communes malheureusement elles font avec les moyens qu'elles ont.
malheureusement, c'est souvent très compliqué pour beaucoup de communes, notamment les petites communes, qui essaient d'offrir un service public de qualité à leurs concitoyens. C'est déjà assez compliqué comme ça. Elles n'ont pas de finances, donc forcément, elles sont contraintes quelque part de se rabattre sur les impôts locaux. On a ce commentaire aussi, vous continuez bien sûr de réagir sur le Facebook de Sud Radio. Karine qui partage son témoignage. Moi, j'ai pu acheter ma maison il y a 3 ans. Je vais rembourser mon prêt jusqu'à 81 ans. Je ne suis pas riche. J'ai juste voulu faire ainsi pour ne plus avoir à vivre des déménagements forcés car les propriétaires récupèrent leurs biens. Il y a cela aussi, Benoît Perrin. Mais la question qui se pose aujourd'hui pour tous ces petits propriétaires entre guillemets, c'est est-ce que ça vaut le coup ou pas d'investir aujourd'hui dans la pierre, quoi? C'est un vrai sujet. La fiscalité a été largement allégée pour les propriétaires d'actions, c'est-à-dire pour les produits financiers avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Comme vous le savez, il a mis fin à l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes, mais en revanche, il a gardé la partie qui était basée sur l'immobilier. Alors vous avez des exonérations pour résidence principale, tout ce que vous voulez, mais on sait que la fiscalité issue des revenus immobiliers est encore très lourde. Voilà, alors qu'elle a été encore une fois supprimée pour les revenus financiers. Donc oui, c'est sûr que c'est un investissement dont on disait qu'il y avait très peu de risques il y a quelques années, et puis avec la crise immobilière, on voit que les prix baissent un petit peu. Ils n'ont pas chuté encore, on n'est pas à moins de 30% de baisse, on a quelques pourcentages de baisse. Mais néanmoins, il faut pas oublier non plus, quand on investit dans l'immobilier, il y a quand même des grosses charges, notamment à travers tout ce qui est contrainte écologique, tout ce qui est, on l'a dit, taxe foncière, tout ce qui est dégradation normale du locataire dans le logement. Donc je veux dire, c'est pas la solution idéale, même si je crois que, à titre individuel, pour préparer notre retraite, que ce soit les actions ou que ce soit l'immobilier, eh bien, on devrait inciter les Français à se tourner vers ces deux solutions. Parce que je crois qu'a priori, on ne pourra pas compter sur une retraite avec des taux de remplacement dont bénéficient les retraités aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut inciter les Français à se prendre en main, et notamment sur leur retraite. Benoît Perrin, Legras, Madi Sedi, on reste ensemble, on continue de débattre de l'actualité, toute l'actualité, juste après les infos. On reviendra sur la visite officielle d'Emmanuel Macron en Serbie, qui se termine aujourd'hui. 2 jours pour oublier ou pas les soucis de la politique nationale. On verra cela. Est-ce qu'il fallait reporter d'ailleurs cette visite? Et puis la vente de Rafale aussi à la Serbie, qui est quand même un pays assez proche de la Russie de Poutine. Ça vous fait réagir? Eh bien, vous réagissez sur le Facebook de Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Et on poursuit les débats avec vous, 0826 300 300, et puis sur les réseaux sociaux, le Facebook de Sud Radio, nos débatteurs du jour, Madi Sedi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Legras, politologue, est également avec nous, ainsi que Benoît Perrin, directeur contribuable associé. Suite et fin aujourd'hui de la visite officielle d'Emmanuel Macron en Serbie, un déplacement qui a débouché notamment sur la vente de 12 avions Rafale. Objectif aussi accélérer et puis mettre un coup de boost très clairement sur le processus d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Il a quand même tenu à dire quelques mots sur la situation en France. Écoutez. Croyez bien que je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines, même si vous ne l'avez pas forcément vu, pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. En tout cas, la France a un gouvernement qui gère les affaires courantes, qui en même temps fait face aux défis, aux crises du moment. Donc je ne voudrais pas qu'on laisse s'installer l'idée que voilà, les affaires ne sont pas suivies. Après, je ferai mes meilleurs efforts et je parlerai aux Français en temps voulu et dans le bon cadre. Il fait tous les efforts, Legras. Question aussi, fallait-il maintenir tout simplement ce déplacement en Serbie? C'est vrai qu'il interroge dans le contexte politique qu'on connaît aujourd'hui. Oui, je note d'entrée un paradoxe chez Emmanuel Macron, parce que il nous expliquait qu'il pouvait pas continuer comme ça, qu'il a été contraint de redonner la parole au peuple par la dissolution, que le pays pouvait plus avancer. Et maintenant qu'il a perdu les élections et qu'il n'a pas donné de nouveau Premier ministre à la France, nommé de Premier ministre, en vertu de l'article 8, il nous explique finalement tout va bien, Madame la Marquise, il y a un gouvernement, etc. Donc il y a quand même un vrai paradoxe. Est-ce que la France pouvait continuer à avancer ou pas? Il a estimé que non, il a dissous, et aujourd'hui il nous explique que bon, ça va quand même, on peut avancer comme ça. Bon, sur la Serbie, il est par contre tout à fait dans son rôle.
le président de la République demeure le chef des armées, demeure le chef du pays, et donc il ne change pas son calendrier en vertu de l'actualité nationale dès lors qu'elle n'est pas dramatique. Et donc il est parti en Serbie, business is business. On vend pour 2,7 milliards d'euros de Rafale à la Serbie. On essaye, Paris extrêmement typique de Macron, il essaye, on voit bien, d'embarquer la Serbie dans l'Europe alors qu'elle a quand même un regard qui est très concentré sur la Russie. Donc il y a des enjeux, il y a un pari. Par le passé, il a fait un peu le même type de pari avec Poutine, on a vu le résultat, ça n'a pas été très fructueux. Il est dans son rôle de président de la République, dans ses paris, il est beaucoup plus hasardeux. Mehdi Sedi, il est dans son rôle de président de la République. Il était nécessaire de conserver, de maintenir ce déplacement, cette visite officielle de 2 jours en Serbie. Ça vous interroge ou pas ? Oui, ça m'interroge. De toute manière, oui, il est dans son rôle de président de la République. Et certains nous diront l'agenda était peut-être fait, l'agenda d'un président n'attend pas. Mais je dois dire qu'en termes de com, le message qu'il envoie aux Français n'est pas top dans la mesure où peut-être que pour lui la situation est tenue, mais ça fait quand même 45 jours qu'on n'a pas de gouvernement. Il donne l'impression que finalement c'est pas très important. Et donc pourquoi avoir fait une dissolution si c'est pas très important, si le pays pouvait tourner comme ça? Je trouve qu'en termes de com, le message qu'il envoie est pas forcément bon. En revanche, comme ça a été dit tout de suite, business is business. Les intérêts d'État sont les intérêts d'État. S'il y a de l'argent à aller chercher, qu'il y a du business à faire, évidemment il faut le faire. Même si effectivement la proximité de la Serbie avec la Russie pose question. Bah oui, effectivement. En tout cas, VRP. Alors, on peut déjà se féliciter du Macron VRP qui fait briller d'une certaine manière. On peut, l'industrie française, la marque France avec les Rafales. Benoît Perrin, on peut déjà, ça peut être un coup de cœur, je ne sais pas. Même si, à nuancer, puisqu'on vend des Rafales quand même à la Serbie, qui est un pays qui a encore des liens très étroits avec la Russie de Poutine. Alors là-dessus, d'abord, Emmanuel Macron, je pense qu'il revient un peu à ses premières amours, puisque je rappelle qu'il a été banquier d'affaires de 2008 à 2012, donc je pense que dans le business, il s'y connaît un petit peu. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça a marché. Donc déjà, on peut s'en féliciter, effectivement. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur aussi pour Dassault, quand même, parce que objectivement, Dassault Aviation, c'est quand même un fleuron de l'industrie française. Comme vous le savez, ça a des impacts aussi sur Thales, sur Safran, sur MBDA qui fournissent les missiles. On sait qu'il y a à peu près un tissu de 500 PME qui travaillent autour du Rafale. Enfin, je veux dire, c'est quand même un succès qui a un impact véritable sur l'économie française. Et c'est aussi quelque chose qui, je crois, et c'est pour ça je pense qu'il a eu raison d'y aller, et que, me semble-t-il, il peut presque passer encore davantage de temps à l'étranger lorsqu'il arrive à vendre des produits français, on lui sera reconnaissant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut rappeler que la balance commerciale française, elle est dramatiquement déficitaire. 100 milliards l'année dernière, 163 milliards en 2022. Donc, on a beaucoup de mal à exporter nos produits. Les seuls produits qu'on arrive à exporter, c'est justement le luxe et l'aéronautique. Donc on peut vraiment, je crois, se féliciter de ce succès français, avec un avion qui en plus fonctionne très bien. Il est intervenu en Afghanistan, il est intervenu au Sahel, il est intervenu en Libye, toujours avec grand succès. Donc je crois qu'on peut vraiment se féliciter de ce nouveau succès industriel français. On peut s'en féliciter. Est-ce qu'on doit s'inquiéter en tout cas de cette vente à la Serbie, le gras? Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez, qui est légitime ou pas? En fait, j'ai pas particulièrement d'inquiétude parce que vous savez, il y a deux aspects. Il y a l'aspect symbolique. L'aspect symbolique, Emmanuel Macron, on le comprend bien, essaye d'arrimer la Serbie à l'Europe de demain. Et il n'y a que 12 modèles de Rafale qui sont transférés, donc c'est pas ça qui va permettre à la Serbie d'envahir l'Europe ou de soutenir la Russie dans quelque autre combat. C'est tout à fait évident. Par contre, c'est vrai qu'en termes je ne connais pas le détail du contrat, parce que vous savez que de plus en plus à l'exportation, il y a des accords de transfert, notamment de technologie. C'est ça. Et donc je ne sais pas du tout au niveau de ce contrat s'il y a des choses prévues en ce point. Je prends l'exemple de l'Inde, par exemple, où on va très loin dans le transfert de technologie. Donc voilà. Non, je pense que on le connaît, Emmanuel Macron, c'est un joueur de court terme. Et donc Emmanuel Macron, là, il avait un coup à faire. D'abord, ça lui redonne au plan politique une aura un peu internationale qu'il a quand même nettement perdue depuis 45 jours, c'est-à-dire qu'il peut plus s'exprimer sans rien puisqu'il est un petit peu dans la réserve en attendant ce nouveau gouvernement. Et donc là, vous voyez, les Français peuvent voir leur président qui est à l'étranger,
ça marche, il y a de l'exportation, et c'est vrai que c'est bon pour l'économie française, et c'est vrai qu'on a une industrie aéronautique qui est tellement bonne qu'on se demande pourquoi on essaye de se marier avec des Allemands sur les nouveaux projets, alors qu'eux ne le souhaitent pas véritablement, si ce n'est pour être en pole position. Donc il fait son job, il est dans son job, Emmanuel Macron. Après, il y a les coups de poker d'Emmanuel Macron ne marchent pas toujours. Il a dissous, ça n'a pas marché. Il a essayé, il a fait visiter Versailles à Poutine, le résultat n'est pas là. Donc vous voyez, il fait des coups de poker, c'est un joueur de coups. On attend d'un président de la République qu'il ait une vision long terme. On a un président de la République qui est plutôt un joueur de poker. Mehdi Seydi, est-ce que c'est bon pour son image, déplacement au final? Est-ce que ça va suffire à améliorer un tout petit peu cette image au moins? Vous y croyez ou pas? Je suis pas sûr que ça suffise. Quand on regarde, malheureusement, l'image de la France aujourd'hui, je pense notamment en Afrique, mais pas que, dans beaucoup de pays de l'Est aussi, je pense notamment à la Pologne, où malheureusement on est détesté. En Afrique, on est détesté. Donc évidemment, il faut faire ces déplacements. Alors économiquement, je pense que c'est un beau coup politique sur ce qu'il vient de faire. En revanche, je suis pas sûr que ça suffira à redorer l'image de la France avec nos anciens alliés qu'on avait en Afrique, à l'Est et ailleurs. Vous parliez tout à l'heure, Benoît Périn, de cette balance commerciale déficitaire qui n'est pas pour l'aéronautique, qui n'est pas également pour les ventes d'armes. La France qui est devenue tout de même cette année deuxième exportateur mondial de ventes d'armes et notamment principalement grâce au succès de ces Rafales. Encore une fois, c'est des bonnes nouvelles. On a une industrie qui a tellement été mise au tapis par un certain nombre de décisions, notamment sur la fiscalité, notamment sur le choix ou voire peut-être même le mépris d'un certain nombre de responsables politiques pour l'usine en tant que telle, que je crois que oui, on a une petite industrie. C'est une bonne nouvelle de vendre des armes, justement, d'avoir une industrie militaire qui cartonne. Non, mais surtout en plus là, on parle de, mais on l'a dit, Luc l'a dit, on parle de la Serbie, quoi. Donc la Serbie, il y a pas de danger. Avant, il y a eu l'Inde, il y a eu l'Égypte, notamment, voilà, pour ces Rafales. Vous avez raison, mais on va dire que il faut travailler cet équilibre des forces entre différentes puissances. La Serbie, il faut quand même rappeler qu'ils ont condamné quand même l'attaque de la Russie. Ils n'ont pas pris de mesures de sanctions. Ils sanctionnent pas, la Russie. Mais ils ont quand même condamné. Donc on peut presque là aussi se réjouir de se dire la Serbie qui avait l'habitude de se tourner vers d'autres puissances pour acheter ses armes, notamment vers la Russie, on peut se réjouir que désormais ils se tournent plutôt vers l'Union européenne ou en l'occurrence vers la France. Il faut rappeler aussi que la Serbie, ça fait 12 ans quand même qu'ils ont enclenché le processus pour rejoindre l'Union européenne, 12 ans qu'on les fait attendre. Avec une démocratie, on peut dire, qui n'est pas... Je dis pas qu'il n'y a pas de raison de les faire attendre. Je dis juste je dis juste qu'il y a peut-être aussi une stratégie mise en place par les responsables serbes pour encore davantage s'arrimer à l'Union européenne et donc pour finalement faire avancer leur dossier. Et encore une fois, on ne peut, je crois, que s'en réjouir. Succès économique, Luc Gras, et puis succès également en matière d'influence. Ces ventes de Rafales, ça permet à la France de peut-être de retrouver une certaine influence au niveau international ou pas? C'est sûr qu'il y a plusieurs types de diplomatie et la diplomatie militaire est absolument essentielle dans les temps actuels et notamment à cause du conflit en Ukraine. Le Rafale, moi je suis pas un expert, mais on nous dit que c'est un excellent avion qui est très polyvalent. Et donc, il y a aujourd'hui 4 pays, si on compte la France, en Europe, qui sont donc dotés de Rafale. Et on peut espérer que ce soit plutôt la bonne méthode que d'amorcer la construction d'une défense européenne absolument nécessaire à partir de ce savoir-faire français et non pas d'essayer de créer des coalitions qui font du surplace sur plusieurs projets actuellement en Europe. Je pense que le Rafale est l'exemple d'une réussite sur laquelle, vous savez, dans la vie, il faut toujours construire à partir de l'existant. Le Rafale est un excellent avion qui est en pleine évolution. Il y a eu plusieurs séries de Rafale et le dernier est particulièrement performant. Et je pense que ce serait une bonne base de construire l'Europe de la défense à partir de ce projet et surtout des ingénieurs extrêmement brillants que nous avons dans notre pays. Mehdi Seydi, peut-être pour conclure ce débat, avant de passer à la suite, on va parler de Matignon, forcément.
sur ce débat pour conclure. Ça permet de redorer d'une certaine manière le blason de la France à l'étranger, ou en tout cas d'avoir une influence plus importante. Et puis également, au-delà de cette influence, on parle beaucoup de l'industrie française, de la nécessité de réindustrialisation. Ça peut être un exemple aussi. Oui, absolument. On a la chance d'avoir des ingénieurs de grande qualité. On a une industrie, en tout cas sur ces sujets-là, qui fonctionne. On a perdu pas mal de pans de notre industrie. Et effectivement, je pense que ça fait partie des moyens de relancer cette industrie qui, depuis quelques années, malheureusement, est un petit peu en berne. Mady Seydi, Lugras, Benoît Perrin, vous restez avec nous dans un instant. La politique politicienne, on verra. Qui pour Matignon, c'est la grande question. On promet fin du suspense d'ici fin du week-end. On verra cela. On va se poser la question de toute cette on va dire engouement qu'il y a en ce moment autour de Bernard Cazeneuve, la Cazeneuve Mania. À tout de suite. Sud Radio 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été avec nos débatteurs du jour, Mady Seydi, Lugras et Benoît Perrin. On passe à la politique politicienne. Bah oui, ça nous occupe beaucoup en ce moment, peut-être aussi vous. C'est vrai que ça fait beaucoup parler, notamment dans les PMU. C'est vrai que ça discute beaucoup quand on lit le journal, quand on écoute la radio, quand on écoute Sud Radio. Bon, qui sera le futur nouveau Premier ministre? Son nom pourrait être en tout cas annoncé avant lundi prochain. Un candidat se détache, je vous le disais tout à l'heure, dans la course à Matignon. Vous en entendez beaucoup parler en ce moment, depuis 24 heures, dans les médias principalement. Ça tourne à la Cazeneuve Mania. Bah oui, on parle de Bernard Cazeneuve. Est-ce que c'est l'homme de la situation ou pas, Lugras, selon vous? Est-ce qu'il peut l'être? Cazeneuve Mania, ça me paraît quand même un peu exagéré, mais c'est vrai qu'il répond à 3 critères importants. Tout d'abord, c'est un homme qui est posé. Il a une vraie épaisseur politique et il n'est pas excité. Donc ça, c'est un point important dans la période actuelle qui est très troublée. Le deuxième point, c'est qu'il est expérimenté. Il a été ministre de l'Intérieur en 2015 au moment des attentats. Il a été Premier ministre lui-même de décembre 2016 à mai 2017. Donc ça a été le dernier Premier ministre de François Hollande. Et troisième point important, il est un peu à l'épicentre des enjeux actuels, c'est-à-dire que c'est un ancien socialiste. Il est socialiste. Il est donc là dans une perspective de cohabitation avec Emmanuel Macron, qui a perdu les élections, et donc il faut qu'il y ait une cohabitation qui se mette en place. Lui, il a cette dimension de ne pas appartenir à la mouvance Macron jusqu'alors. Donc vous voyez qu'il est un petit peu le seul enseignement des élections au premier tour, c'est le Rassemblement national qui fait un raz-de-marée. Le deuxième tour, un front républicain est mis en place rapidement pour faire barrage au Rassemblement national. Donc la seule victoire qu'il y a eu aux élections législatives, c'est la victoire du front républicain contre le Rassemblement national. Il en est un peu la quintessence et à cet égard, il est un candidat sérieux. Toutefois, il ne faut pas éviter le débat plus long qui est de dire quel gouvernement derrière. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer un Bernard Cazeneuve ou un autre personnalité entourée d'autres personnes. Et moi, par exemple, un Jean-Louis Borloo qui pourrait représenter un petit peu le centre et un Xavier Bertrand s'il l'acceptait la droite. Vous voyez, c'est pas une seule personnalité finalement que en train de chercher le président Macron, alors qu'il est un petit peu au-delà de son rôle. En application de l'article 8, il nomme le Premier ministre et c'est le Premier ministre qui lui propose un gouvernement. Mais on comprend bien qu'on va bien au-delà dans l'esquisse actuelle. Benoît Perrin, l'option, en l'occurrence la Bernard Cazeneuve, c'est une option qui vous intéresse? Vous y croyez vous-même? Ça peut être un gouvernement qui tient la route et en tout cas un peu dans le temps? Déjà, je suis impressionné par le poids politique du Parti socialiste, qui a fait quasiment moins de 2% à l'élection présidentielle et qui, malgré ce score famélique, dirige encore des centaines et des milliers de collectivités, quasiment la moitié des régions en France, 3 grosses institutions, la Cour des comptes, le Conseil d'État ou encore le Conseil constitutionnel, exactement. Et là, on va nous sortir du chapeau probablement un Premier ministre socialiste. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sûr que c'est
presque rassurant parce que vu les noms qu'on nous a cités jusqu'à présent, que ce soit d'abord Jean-Luc Mélenchon ou récemment encore Lucie Castex, c'est vrai que il passerait presque pour un modéré. Et alors moi, ce qui m'inquiète en revanche, c'est justement s'il arrive au pouvoir, il faut quand même rappeler que c'est un socialiste, qu'il a été nommé c'est un proche de François Hollande, donc finalement Premier ministre éphémère à la fin du quinquennat Hollande. Exactement. Et du coup, on y revient sur cette histoire de consensus mou, alors qu'il y a des urgences, le pays est en feu partout, sur quasiment tous les sujets. Et là, on va se retrouver avec une espèce de Hollande, de Chirac bis, avec finalement presque aucune décision qui va être prise. Ouais. Donc moi, je suis plutôt très inquiet pour la France. Et pour tout vous dire, je crois que s'il y avait une solution que Emmanuel Macron serait à mon avis inspiré de prendre, c'est de nommer, alors c'est assez original, mais c'est de nommer un militaire, c'est-à-dire soit l'ancien, soit l'ancien, c'est vrai que c'est une piste qu'on n'a pas évoquée. Très concrètement, soit l'ancien chef d'état-major des armées, Villiers, soit Monsieur Lecointre, qui vient de quitter son poste il y a quelques semaines. Je vous dis ça parce qu'en fait, je crois que pour être Premier ministre aujourd'hui, pour finalement une durée très limitée, parce que très concrètement, on sait tous qu'il y aura des élections dans à peu près 10 mois. Eh ben, il faut quelqu'un qui ait de l'autorité. Il faut quelqu'un qui ait de l'autorité sur les députés. Et quelle est la profession qui a encore un peu d'autorité pour les députés et une profession, en tout cas un personnel devant lesquels les députés s'inclinent, eh ben, ça reste encore les militaires. Donc finalement, avoir un général qui gère et qui prenne des grandes décisions pendant un an, je trouve que ça serait la solution idéale. Mehdi Sedil, l'option d'un Premier ministre plutôt militaire, ça vous séduit ou pas? Et alors j'en profite aussi pour poser cette question, c'est parce que Benoît Perrin parlait de sorte de consensus mou, un Bernard Cazeneuve qui assumerait une forme de cohabitation avec Emmanuel Macron, une sorte de face à face où il imposerait ses vues, est-ce que vous y croyez ou pas? Alors Bernard Cazeneuve, incontestablement, il est expérimenté, c'est d'ailleurs le plus capé de tous les noms qu'on nous cite dernièrement. Moi, ça aurait pas été mon choix. Je garde vraiment un mauvais souvenir des années Hollande, qui lui sont, dont il est comptable aussi. Et évidemment, la proposition qui vient d'être faite par Benoît Perrin ne peut que me réjouir. Mais un militaire, oui, ça serait une très très bonne idée. Ce serait une très bonne idée pour la France. Aujourd'hui, il y a une vraie défiance de l'autorité. Et je pense que ça serait vraiment une belle chose. Néanmoins, je suis pas sûr que au château ils soient sur la même longueur d'onde que nous. Luc Gras, je vous vois sourire sur cette option militaire, voilà, d'une certaine manière. Oui, alors faut le dire effectivement, pour l'instant j'ai pas l'impression que ce soit une piste envisagée. En tout cas, là-dessus, c'est rien, ou alors rien à filtrer. Luc Gras. Non, mais oui, je souris parce que. C'est quand même un peu, je prends ça un peu comme une provocation, mais qui est intéressante. C'est la première fois depuis les débuts des débats que je suis pas complètement d'accord avec les deux autres intervenants. Je pense qu'allons-y, allons encore plus loin. Supprimons les élections parce que finalement le pays va pas bien, donc on a besoin d'un militaire. Finalement, le dernier qui est venu au pouvoir, c'était le général de Gaulle et ça n'a pas été si mal. Donc allons-y, supprimons les élections. Vous voyez, non, en politique, on doit interpréter le résultat des élections. Je ne suis pas sûr que l'interprétation des dernières législatives aboutisse à la nomination d'un militaire. C'est pas parce que la situation est complexe qu'il faut faire appel à un sauveur de la nation, et c'est pas parce que les choses sont compliquées qu'il ne faut pas instaurer un dialogue. Au tout début, Benoît disait oui, mais le dialogue finalement c'est le surplace depuis des années. Mais non. C'est parce que justement, il n'y a pas de dialogue. Dialogue, c'est deux. C'est deux. Et donc, quand il y a un vrai dialogue, qu'on entend vraiment ce que veut l'autre, c'est là qu'on peut trouver le chemin de crête qui aboutit à une solution viable, durable, profonde. C'est comme ça qu'on réformera le pays. C'est parce qu'on n'écoute pas suffisamment les forces vives du pays qu'on n'arrive pas à trouver de solution. On est dans des postures, on est dans de la vie politique cosmétique, et pourquoi pas, effet d'annonce d'un militaire. Il ne me semble pas que ça corresponde très exactement au résultat des élections. En tout cas, sur cette situation politique, on a une réaction très positive de Jean-Baptiste qui nous dit tout simplement « nous sommes foutus ». Voilà, c'est encourageant. Voilà, prenez ça juste avant le week-end et la rentrée. Bon, autre candidate pour être future première ministre, c'est Ségolène Royal. Bah oui, elle se dit disponible pour Matignon. Écoutez, c'était hier soir sur LCI. Compte tenu en effet des appels que je peux recevoir ou des indications que je peux observer et des réponses
réponses négatives qui sont données ici ou là, oui, je suis disponible. Je suis pas candidate, il n'y a pas d'ouverture de candidature, mais je suis disponible pour essayer de constituer un gouvernement d'union républicaine. Ségolène Royal disponible pour Matignon, ça vous inspire quoi, Madi, c'est dit? Ségolène Royal, l'insubmersible. Et puis j'adore la manière dont elle avance les choses, compte tenu des appels. Donc ça voudrait dire qu'elle est sollicitée. On lui demande, voilà. Oui, qu'on lui demande, qu'on la pousse à aller. Évidemment, elle n'est candidate à rien, mais si on lui demande de manière plutôt polie, elle irait. Eh ben moi, je ne suis pas surprise qu'elle revienne parce que Ségolène, elle a le mérite d'être tenace. Vraiment, ça, je crois que c'est son côté femme sénégalaise. Elle est très tenace. Elle ne lâche jamais. Elle est toujours là. Mais malheureusement, elle est souvent défaitiste. Oui. Elle gagne rarement. Mais je suis pas surprise qu'elle revienne. Je m'attendais à ce qu'un de ses comparses du Parti Socialiste, Emmanuel Valls, revienne. Pour l'instant, on l'a pas entendu. Oui. On l'a pas entendu. A priori, il revient tout le temps. Mais je suis pas surprise qu'elle revienne. Mais à mon avis, ça sera une candidature à l'eau. Benoît Perrin sur cette candidature, donc hier soir, de Ségolène Royal. Les politiques, ils reçoivent tout le temps des centaines d'appels. Ils sont touchés par la grâce, j'en sais rien. Enfin, ils ont un appel qui vient de l'au-delà pour vous n'avez pas été appelé d'ailleurs, pour Matignon. Non, voilà, qu'on soit clair. Non, mais les politiques, je pense qu'ils sont prêts à tout pour faire parler d'eux. C'est vrai que là, elle s'est dit qu'il y a peut-être une fenêtre de tir pour que enfin elle fasse la une des médias. Elle a réussi, la preuve, on en parle aujourd'hui. Non, très concrètement, c'est pas sérieux. Et puis on vient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, on en revient à un socialiste supplémentaire, quoi. Donc, j'ai l'impression quand même que le pays se droitise et on va se retrouver avec une partie de la population qui va se sentir un peu cocu, avec certainement un premier ministre socialiste dans une France qui a, je crois, jamais été aussi à droite. C'est quand même très surprenant. Luc Gras, réaction alors à cette candidature de Ségolène Royal et effectivement par rapport à ce que disait Benoît Perrin sur cette éventualité effectivement d'avoir un socialiste potentiellement à Matignon. Oui, je crois que là, on a ouvert la séquence joyeuse de l'émission. Ségolène Royal, c'est une Profitez-en parce qu'après, on va parler d'une actualité bien plus dramatique, le gras, oui. Voilà, donc c'est la séquence joyeuse. C'est une personnalité joyeuse, truculente. Bon, elle est toujours placée, jamais gagnante. Mais pour faire court, en politique, on n'est jamais mort. Donc elle a compris, elle applique à sa propre personne cette formule. On n'est pas mort, mais c'est pas sérieux. Ségolène Royal, aujourd'hui, elle ne représente pas de courant au sein du Parti Socialiste. Elle n'est pas du tout en situation de pouvoir jouer le rôle de Premier ministre dans cette période bien complexe. Le gras, Benoît Perrin, Madi Sedi, vous restez avec nous. On poursuit ces débats avec, je l'annonçais il y a quelques instants, une actualité bien plus dramatique, ce rodéo urbain et cette fillette de 7 ans qui est entre la vie et la mort du côté de Valoris. Encore un rodéo urbain qui débouche sur un drame. On en parle juste après ça. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. 11h34, les débats de l'été, débats de l'actualité, toute l'actualité avec nos débatteurs du jour. Madi Sedi, conseillère en communication d'influence. Je rappelle votre ouvrage Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Luc Gras, politologue, et puis Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. L'actualité, je le disais, plus dramatique, c'est ce rodéo urbain à Valoris, dans les Alpes-Maritimes. Une fillette de 7 ans percuté par un 2 roues, pronostic vital engagé. Notre journaliste Jules Boschiarini, vous nous avez rejoint. Jules, quelques mots sur les dernières informations dont on dispose sur ce drame. Oui, c'est peu avant 19h hier que la fillette de 7 ans a été percutée par le conducteur du 600 cm3 alors qu'elle traversait un passage piéton. Il remontait une file de voitures tout en faisant une roue arrière et d'après les informations de nos confrères de Nice Matin, il circulait en sens inverse. Les faits se sont produits au niveau de l'avenue du Tapis Vert, située dans le quartier du centre-ville, considéré comme un quartier sensible de Valoris. Transportée à l'hôpital Lanval de Nice, la victime souffre de multiples fractures et, vous l'avez dit, a été placée dans un coma artificiel avec son pronostic vital engagé. Le suspect est âgé de 19 ans et a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat d'Antibes peu après les faits. Les tests de dépistage à l'alcool et aux stupéfiants réalisés par les forces de l'ordre se sont révélés négatifs et une enquête a été ouverte et confiée au commissariat d'Antibes.
Merci Jules, un nouveau rodéo urbain qui finit par un accident dramatique, un accident de plus. Ça reste un fléau. C'est vrai qu'on en parlait moins ces derniers temps. Madi Sedi, ça reste un fléau dont on n'arrive pas à se débarrasser aujourd'hui. Absolument, encore un rodéo urbain de trop. Malheureusement, là, il y a quelque temps, on en parlait moins, mais c'est aussi la réalité de beaucoup de quartiers un petit peu sensibles. Tout à fait. Et c'est toujours les mêmes qui malheureusement trinquent. L'auteur de ce rodéo est quand même, il est jeune, il roule dans le sens inverse, donc déjà une première infraction. Il fait son machin à une roue et il tombe sur une gamine qui, malheureusement, a le malheur d'être au bon endroit, j'ai envie de dire, parce qu'elle était sur un passage. C'est ça, elle était sur un passage clouté. Bien sûr. Et c'est terrible parce que des cas comme ça, malheureusement, on en aura d'autres. Et je crois qu'il est urgent de légiférer sur ça. Et j'attends avec impatience la décision de justice. Ce que va écoper ce jeune. On verra en tout cas la question de est-ce que la justice, en tout cas les peines sont dissuasives ou pas. La peine encourue pour un rodéo urbain jusqu'à 1 an de prison, donc peine aménagée forcément. 15 000 € d'amende, une peine qui s'accompagne d'une confiscation obligatoire du véhicule et qui peut s'accompagner d'une suspension ou d'une annulation du permis de conduire jusqu'à 3 ans en l'occurrence. L'UGRA, c'est pas assez dissuasif ça pour lutter contre ce fléau des rodéos urbains? Alors tout d'abord, une pensée pour la jeune enfant de 7 ans, en souhaitant qu'elle puisse se rétablir, bien évidemment. C'est aussi un drame pour ce jeune complètement inconscient qui fout sa vie en l'air en partie en faisant ça. Donc par rapport à votre question, je crois que le curseur n'est pas mis au bon endroit. C'est-à-dire que on pourrait mettre même 10 ans de prison et 50 000 € d'amende. Le curseur n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'alors qu'on a légiféré assez récemment sur les rodéos urbains pour renforcer déjà les mesures, qu'est-ce qui fait qu'un jeune aujourd'hui fait n'importe quoi? En réalité, met en danger la vie d'autrui. Et ça, c'est le sujet de notre société. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête de ce jeune, j'allais dire presque de ce gamin, qui fait que il se fout de tout. Il respecte pas les règles, il respecte pas le code de la route, il respecte rien. Donc on est dans une société où on a beaucoup de 10 ans, beaucoup de gens qui disent faut faire, tout va mal, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on met en place derrière pour que ce genre de drame soit limité au maximum? On a une marge de progression là-dessus. On a pendant des années renoncé aux polices de proximité. Les travaux d'intérêt collectif ont été pour partie mis de côté, etc. Moi, je pense qu'il faut aller voir dans le crâne de ces gamins, comprendre ce qui s'y passe et à partir de là être très ferme et surtout qu'il ne soit pas innocenté d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il faut que lui-même, il prenne conscience de cela et pour ne plus jamais le refaire et que surtout les jeunes qui arrivent derrière ne prennent pas un gamin comme celui-ci pour un modèle. Parce que souvent, là, c'est pas vraiment un rodéo. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il remontait une file. Mais pour finir, je crois qu'il faut vraiment que les héros soient des héros positifs et pas des héros délinquants. Et effectivement, c'est important, vous le soulignez, l'UGRA, d'avoir une pensée très forte pour cette fillette, toujours entre la vie et la mort, pour sa famille également. On espère qu'elle se rétablira au plus vite et qu'elle pourra sortir rapidement de cet hôpital. Benoît Perrin, il faut voir plus large que ce drame, d'une certaine manière. Question sociétale à se poser, comme disait à l'instant l'UGRA. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que ces rodéos, ce phénomène touche de plus en plus, y compris des zones rurales. On parle souvent d'un certain nombre de quartiers de banlieue dans lesquels on peut vraiment parler de fléau. Je me souviens d'un maire d'Essonne, Robin Reda, qui est de la majorité présidentielle, qui a fait un rapport en 2021 sur les rodéos, en disant qu'il n'en pouvait plus, qu'un certain nombre de maires n'arrivaient plus à gérer et que donc il fallait sanctionner encore davantage. Et toute la question, l'UGRA soulignait aussi, c'est la définition même de ce qu'est un rodéo urbain. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Aussi. Alors, moi, je pense quand même que, alors, il y a ce que dit la loi. Après, j'ai pas lu la jurisprudence. Est-ce que effectivement, les auteurs de rodéo sont effectivement se voient appliquer les peines dont vous avez parlé, qui me semblent être pour le coup assez sévères et donc du coup les bienvenus.
J'avais entendu parler d'un certain nombre de, notamment de drones, qui devaient permettre justement d'éviter ce genre de situation, c'est-à-dire de faire en sorte que depuis les commissariats de police, on arrive à les détecter assez rapidement, parce qu'on se doute bien qu'on peut pas mettre un policier dans chaque quartier, dans chaque banlieue, évidemment dans chaque rue de chaque banlieue. Donc les drones me semblent être un outil intéressant à développer. Après, c'est une tarte à la crème. Enfin bon, on sait très bien qu'il y a quand même un sentiment d'impunité dans un certain nombre de quartiers, et que donc sans peine exemplaire, je crains que finalement, d'autres rodéos continuent à se dérouler un peu comme aujourd'hui. Réaction de Marie sur le Facebook de Sud Radio. Les lois sont là mais ne sont pas appliquées. Et le problème est là. Allez voir dans le crâne de ces gamins. Punition systématique par de la prison ferme, ce serait un bon début. Avant de vous écouter à ce sujet, Madi Sedi, le gras réaction peut-être à ce commentaire, puisque c'est une réaction à ce que vous disiez tout à l'heure. Allez voir dans le crâne, ce qui se passe dans le crâne de ces gamins. Moi, je suis convaincu que la seule punition, et on voit bien dans ce cas-là, les peines, comme l'a dit Benoît, sont assez sévères. 1 an de prison, c'est pas rien. Et on peut mettre 10 ans. Ouais, mais du coup, il va pas en prison. Faire les deux en même temps. Il va pas en prison. On sait que moins d'1 an, avec ces prisons qui sont surpeuplées, nouveau record là récemment, ça sera pas de la prison, ce sera un aménagement de peine, Luc Gras. Alors, vous avez raison qu'avec les remises de peine, il risque de pas y aller du tout. C'est vrai. Mais je suis pas non plus certain que un jeune, vous savez qu'il y a plein de délinquants routiers dans nos prisons. Il y a des délinquants routiers dans nos prisons. Je suis pas certain que la meilleure réponse à la délinquance routière soit de mettre quelqu'un en prison. Parce que s'il n'y a pas à côté un accompagnement pour une prise de conscience, c'est ce que j'exprimais par aller voir dans le crâne. Oui. C'est une prise de conscience. Tant que les gens qui sont voyous ne se rendent pas compte des drames qu'ils causent et de la situation absolument inacceptable dans laquelle ils sont, vous ne pourrez rien faire. C'est une action commune. Il faut à la fois le bâton, mais il faut aussi la carotte. Il faut permettre une perspective de réinsertion. Et si vous n'avez pas les deux en même temps, et notamment par économie financière, parfois on coupe dans les budgets d'accompagnement. Eh bien, moi, je suis pour des écoles de rééducation pour que ces jeunes-là, qui n'ont pas forcément de famille, vous me direz, il a 19 ans celui-là, donc c'est un peu perdu. Mais vous voyez, les travaux d'intérêt collectif, là, il faut leur parler à ces gamins-là pour qu'ils arrêtent de faire les imbéciles. Et si vous mettez que de la prison, ils continueront à faire des choses catastrophiques. Alors déjà, l'avantage de la prison, c'est qu'au moins, ils sont en dehors de la société, et donc du coup, par définition, le taux de récidive, alors que les gens sont en prison, est assez réduit. Et vous avez compris qu'évidemment, je dis ça de manière ironique, moi je pense que la prévention, ça suffit. Il y a un moment où quand même, il faut être ferme, comment dire, si le gamin en question écope d'une peine de prison d'1 an incompressible, moi je suis convaincu que ce sera un exemple pour les gens qui veulent, le cas échéant, à nouveau faire des rodéos. La prévention, je pense qu'on en a assez soupé. Madi Sedi, prévention ou bien imposer d'une certaine manière des peines plus lourdes, plus dures, je ne sais pas. Moi, je suis assez d'accord avec le commentaire de Marie sur Facebook. Je trouve qu'il faut une vraie fermeté. Malheureusement, avec 1 an de prison, ils ne font pas de prison, ils auront des peines aménagées. Et je fais partie de ces gens qui en ont assez de ce côté social de la politique, qui voudrait qu'on soit aussi psychologue, qu'on aille voir dans la tête des jeunes. C'est aussi quelque part leur trouver des excuses. Alors pendant longtemps, on a dit les pauvres, ils ont grandi dans des quartiers compliqués. Je fais partie de ces gens qui ont grandi dans des quartiers. Les pauvres, c'est la misère sociale. Vous savez, vous traversez la Méditerranée, il y a une misère qui est telle, les gens sont pas pour ça délinquants. Je pense qu'il faut aussi une vraie fermeté, apprendre aux gens à respecter la société, à respecter les lois dont ils se foutent complètement. Ils ont très bien conscience de ce qu'ils font. Ça, je peux vous le dire qu'ils en ont conscience. Si c'était un membre dans leur famille, ils seraient autant touchés que la famille de la pauvre fillette qui est aujourd'hui dans une situation terrible. Et effectivement, il faut une justice forte, une justice ferme, et peut-être couplée évidemment avec des mesures d'insertion, mais de vraies mesures d'insertion. On avait à l'époque la police de proximité, qui sur le papier était plutôt une bonne idée, sauf qu'ils se retrouvaient à jouer au foot avec les gamins. C'est pas parce qu'on joue au foot avec les gamins, c'est pas des animateurs, des policiers. C'est pas parce qu'on joue avec eux au foot que finalement ils vont nous prendre pour des copains. D'ailleurs, ça n'a pas marché, puisqu'ils les détestent plus que jamais. Donc effectivement, il faut des sanctions fortes, il faut que la main de la justice soit forte, et avec un projet d'insertion, mais faut pas leur trouver d'excuses. C'est pas parce que malheureusement ils ont pas de parents, il y a plein de gamins qui sont orphelins, il y a plein
plein de gamins qui vivent des choses terribles et qui pour autant respectent l'autorité, respectent la société. On termine ce débat-là avec encore quelques commentaires, vos commentaires sur le Facebook de Sud Radio, notamment celui-ci. Il faudrait ouvrir des centres de rééducation obligatoire. Ça, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Et puis, autre réaction, ces gamins, mettez-les à l'armée. Ça va être plus efficace. On revient sur le débat de l'armée. Allez, on poursuit, on revient dans l'autorité, bien évidemment. On revient dans un instant avec vous, Mehdi Seydi, Luc Gras et Benoît Perrin. On va continuer de parler des enfants ou plutôt de leurs parents. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Et Benoît Perrin, une information qui vient de nous être communiquée concernant le gendarme tué à Mougins après un refus d'obtempérer. Un hommage militaire sera rendu donc à Éric Comines. Il aura lieu lundi du côté de Nice. On termine avec un dernier sujet sur ces débats de l'été, sujet beaucoup plus léger que l'actualité dramatique effectivement que l'on a du côté de nos routes, notamment du côté des Alpes-Maritimes. Dernier débat, on prend la direction cette fois-ci de Toulouse avec des amendes pour les parents retardataires. 30 € d'amende pour ceux qui arrivent trop souvent en retard pour récupérer leur enfant le soir à 18h30 dans les centres de loisirs associés à l'école. Sanctionner les parents retardataires. Benoît Perrin, est-ce que c'est une bonne idée d'une certaine manière ? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que cette amende n'interviendra qu'après plusieurs rappels de courrier. Ça sera pas systématique. Enfin bon, il y a plein de conditions. C'est trop régulier. Oui. C'est trop régulier, exactement. Oui. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est ce qui se passe à Toulouse. C'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, le personnel en a ras-le-bol de devoir rester un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure de plus pour quelques parents qui ne respectent pas les règles des règles du vivre ensemble, tout simplement. Et donc du coup, ces agents-là sont ensuite, ce qui est tout à fait logique, payés ou alors obtiennent des heures de récupération. Et donc du coup, c'est ingérable pour le service de la ville. Donc ça me semble être une décision, mais de bon sens absolu. Tout ce qui vise à responsabiliser les gens me semble aller dans le bon sens, dans une société où malheureusement de plus en plus de personnes estiment qu'ils n'ont que des droits et jamais de devoirs. Ça me semble être mais du bon sens absolu. Et en plus, cet argent collecté par ces amendes va permettre justement de davantage rémunérer les agents municipaux qui feraient les fameuses heures supplémentaires dont on parle à l'instant. Donc je veux dire, c'est du bon sens. Ce qui me gêne vraiment, c'est qu'il y a encore une certaine gauche qui, toujours dans une espèce de logique de misérabilisme, se dit ah là là, ça va pénaliser évidemment les plus pauvres, ça va pénaliser les gens qui travaillent, ça va pénaliser. Enfin, je veux dire, il y a un moment, si l'horaire est 18h30, c'est 18h30. Si on veut dépasser cet horaire, et ben dans ce cas-là, on paye davantage. Mais je veux dire, il y a un moment où il faut quand même être respectueux du personnel municipal, être respectueux des gens qui travaillent. Si on payer veut plus, davantage pour les familles qui n'ont pas logique. Les moyens, c'est quand même compliqué. Voilà. Mais non, les familles qui n'ont pas les moyens, elles s'arrangent. Il y a plein de familles qui n'ont pas les moyens, qui s'arrangent pour être à l'heure, pour récupérer leurs enfants. Et en plus, c'est du chantage. Et c'est toujours mauvais. Parce que les personnes qui mettent du temps à récupérer leurs enfants, elles savent très bien que les agents municipaux vont pas laisser les enfants sur le trottoir. Elles le savent. Donc, je veux dire, elles jouent d'une espèce d'irresponsabilité qui me semble, mais vraiment, vraiment détestable. Luc Gras, sur ces amendes, est-ce que c'est du bon sens absolu? Vous le pensez également? Je suis plus mesuré parce que on n'imagine pas la dégradation du lien social dans notre pays. Dans les banlieues, si vous dites que vous allez envoyer une punition là de 30 € aux parents qui arrivent en retard, et s'ils payent pas, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, on est dans vraiment une déliquescence du lien social. Alors bon, moi je suis pas tellement pour la société un peu militarisée là, avec un premier ministre qui serait un militaire, les drôles qui seraient partout. Bien compris. Oui, effectivement. Mais je vais quand même faire plaisir à Benoît. Ah, merci Luc. Un petit peu de bâton en même temps que de la prévention. Pourquoi pas? On peut essayer. Je suis beaucoup plus réservé sur l'efficacité de cette mesure. Maintenant, oui, bien sûr, tout le monde va à 90%. Nos éditeurs vont être pour, bien sûr. Maintenant, s'ils payent pas, on fait quoi? Alors voilà, donc je suis un petit peu réservé. Je pense qu'on a un problème de lien social dans cette société qui a été abîmé par des approches toujours trop unilatérales et que, vous savez, il y a très longtemps, il y avait un parti politique de droite, pour pas le nommer, qui avait fait un programme, ça s'appelait Libre et responsable. La liberté va avec la responsabilité. Et aujourd'hui,
on manque un peu de l'un et on manque un peu de l'autre. On manque surtout de responsabilité. Quand on est citoyen de la République et quand on est parent encore plus, on doit être responsable de ses enfants. Madi Seydi, alors est-ce que vous êtes enthousiaste, cette idée d'avoir des amendes pour les parents trop souvent en retard, ou est-ce que vous êtes, alors comme Benoît Perrin, ou est-ce que vous êtes plus réservé à l'image de Lugras à l'instant? Non, moi je trouve que c'est une bonne mesure. En fait, quand on vit dans une société, il y a aussi des règles à respecter. Et la vérité, c'est que ça arrive à chaque parent, une fois, de temps en temps, d'arriver en retard. On appelle et on dit, je suis désolé, je vais arriver en retard. Est-ce que vous pouvez garder le gamin? Donc ça se fait, il y a aucun souci. À une époque, d'ailleurs, les gamins, on les amenait à la police. Donc c'est plus tout à fait la même chose. Oui. Et je crois que c'est aussi une manière de responsabiliser les gens. Vous ne pouvez pas tout le temps arriver en retard. Et ce qui me gêne aussi dans les détracteurs de cette mesure, c'est que tout de suite, il y a un côté misérabilis. Le côté misérabilis, c'est, vous savez, des pauvres gens de banlieue, comme si, que de fait, parce qu'ils étaient des banlieues, parce qu'ils n'avaient pas de moyens, ils étaient mal élevés. Ce seraient eux les premiers à pas respecter. Mais non, en banlieue, il y a des gens qui respectent, qui vont chercher leurs enfants à l'heure et qui recevront pas cette amende. Ça peut être aussi dans certains milieux bourgeois, justement, où imaginons où les parents ont des horaires à rallonge, travaillent beaucoup et arrivent pas à l'heure. Donc moi, ça me gêne d'assimiler systématiquement le fait, la misère sociale, le fait de pas payer au fait qu'on n'a pas d'argent. Non, on peut être aussi pauvre et avoir de bonnes manières. Et il faut savoir aussi que c'est pas une amende dès la première fois. Donc il y a quand même des avertissements, voilà. On accompagne, il y a aussi un côté pédagogique des choses. Et quelque part, il est juste aussi de rémunérer ces personnes qui restent plus longtemps. Je pense que n'importe quel jeune qui travaille dans un centre de loisirs, il préfère plutôt gagner de l'argent que d'avoir une compensation de repos. Donc c'est aussi justice. Ça fait penser un petit peu aux sanctions qu'on peut avoir sur les rendez-vous médicaux non honorés, qui là aussi c'est un véritable fléau pour beaucoup de médecins, forcément. Voilà. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Madi Seydi, conseiller en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Lugras, politologue, était avec nous également. Un grand merci. Merci à vous aussi, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Et merci à l'ensemble de nos auditeurs qui ont réagi sur le Facebook de Sud Radio. Dans un instant, on poursuit les débats. Après les infos, ce sera Maxime Troulot qui nous rejoindra. Et je précise d'ailleurs que à partir de lundi, c'est la rentrée sur Sud Radio et c'est Valérie Expert qui sera de retour avec Gilles Gansman. Nous, on reste ensemble encore une petite heure. Allez, à tout de suite.